CNT s'approprie les réformes dans le code minier de 2023 et son contenu local. Cette démarche de l'organe législatif de la transition vise à accompagner les autorités dans leur politique de souveraineté économique. L'objectif est de permettre aux Maliens de profiter des dividendes de nos ressources minérales. Pour sa première sortie officielle, le directeur général des douanes mise sur le dialogue, l'écoute, la concertation et la responsabilité partagée. L'inspecteur général Cheikhna Amala Diallo a rencontré hier les transitaires et commissaires agréés en douane. Il place son mandat sous les signes de la transparence, le professionnalisme et la confiance mutuelle. Malgré la crise multidimensionnelle que traverse notre pays, l'économie malienne s'est bien portée en 2025. Avec des indicateurs au vert dans l'espace communautaire UEMOA, le Mali se classe parmi les moins endettés de la sous-région. CAN Maroc 2025, les Aigles jouent demain en quart de finale contre les Lions de la Teranga. Un match décisif pour Tom Semfit et ses poulains afin d'accéder au carré d'as. Les Aigles sont confiants et déterminés. Les enjeux de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux. Très heureuse de vous retrouver pour ces 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par ce communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à l'attaque armée des États-Unis d'Amérique contre la République bolivarienne du Venezuela. La Confédération des États du Sahel, AES, a suivi avec une vive préoccupation les informations relatives à une opération militaire menée par les États-Unis d'Amérique sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela qui a abouti à l'enlèvement illégal du président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse. La Confédération des États du Sahel, AES, rappelle que l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État est une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d'un État souverain et constitue un acte d'agression. La Confédération AES, attachée à la défense de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance, condamne fermement cet acte grave et contraire au droit international, notamment aux principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies. La Confédération AES dénonce le recours unilatéral à la force, regrette profondément cette violation du droit international, de surcroît par un membre permanent du Conseil de sécurité, et constate la fragilisation continue de l'ordre international avec des conséquences néfastes pour la stabilité mondiale. En conséquence, la Confédération des États du Sahel interpelle le Conseil de sécurité assurant la responsabilité principale de la paix et de la sécurité internationale afin qu'il assume pleinement sa mission au regard de la charte, en condamnant clairement l'action militaire américaine et en œuvrant au rétablissement de la légalité internationale. Réaffirme son attachement à un ordre mondial fondé sur le respect, l'égalité souveraine des États et le respect strict des principes de la Charte des Nations Unies. Exprime sa solidarité au peuple vénézuélien dont la souveraineté a été bafouée par cet acte d'agression. La Confédération des États du Sahel réitère son attachement au multilatéralisme et au respect scrupuleux du droit international afin d'assurer la sécurité collective et la paix internationale. Carnet d'audience du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a successivement reçu ce matin en audience l'ambassadeur de l'État de Palestine au Mali et la chargée d'affaires de l'ambassade du Canada au Mali et au Niger. Les deux diplomates ont abordé avec le Premier ministre la coopération bilatérale entre le Mali et leurs pays respectifs. Le Mali et la Palestine donneront très bientôt un nouvel élan à leur coopération bilatérale. Reportage Mamari Kone et Ali Outouri. Les ambassadeurs des deux pays amis du Mali reçus à la primature. C'est l'ambassadeur de l'État de Palestine au Mali qui est la première personnalité à être reçue par le Premier ministre. Le diplomate palestinien est venu aborder avec le chef du gouvernement certains sujets d'intérêt commun. Le Mali et la Palestine s'apprêtent d'ailleurs à donner un nouvel élan à la dynamique coopération qui existe entre les deux pays depuis près de 37 ans. La confiance entre les deux pays est fondée sur une histoire commune, des engagements politiques partagés et un respect mutuel qui s'est consolidé au fil des décennies.
J'ai transmis aussi dans ce message la solidarité du peuple palestinien et l'État de Palestine avec le Mali dans les conditions et dans les circonstances qu'elle traverse. Et en même temps, je remercie Son Excellence du soutien qu'apporte le Mali au peuple palestinien dans son combat pour la libération de la Palestine et l'édification d'un État palestinien indépendant. Et nous avons rapidement parcouru la situation politique en Palestine, mais aussi les domaines de coopération entre le Mali et la Palestine. Nous sommes en train de donner un nouvel élan avec l'appui de Son Excellence le Premier ministre, mais aussi le ministre des Affaires étrangères et sans doute aussi Son Excellence le Président de la transition, le général Assimi Goïta. Donc nous sommes en train de reprendre, de donner une nouvelle énergie de cette coopération dans le domaine de l'agriculture, de santé, de la culture, de l'éducation, dans tout ce domaine. Et j'ai pu donner rapidement un aperçu de l'avancée de cette coopération dans tous ces domaines. Et nous sommes en train de planifier d'une réunion, d'une visite des ministres palestiniens concernés pour signer des accords de coopération entre nos deux pays. Après le départ de l'ambassadeur Nicolas Simard, c'est Lee Anne Herman, en tant que chargé d'affaires en pied de l'ambassade du Canada au Mali, qui le remplace. Quelques mois après sa prise de fonction, elle est venue échanger avec le Premier ministre sur la coopération entre le Mali et le Canada. On a parlé un peu de la fraternité entre nos deux pays, les liens peuple à peuple. Il y a tellement de Maliennes qui sont au Canada, les Canadiens qui sont ici. Les liens entre nos deux pays sont tellement forts. On a parlé de longue date de notre coopération le soutien qu'on donne dans les secteurs comme la santé, l'éducation, bonne gouvernance, économie, croissance, bien sûr le genre, l'importance de la rôle de la femme. Et aussi, on a parlé un peu de le secteur minier. C'est un secteur tellement important pour le Mali. Le Premier ministre a parlé un peu de la situation actuelle et comment ils sont en train de battre le terrorisme. Les relations diplomatiques entre le Mali et le Canada remontent à 1969. Plus d'un demi-siècle plus tard, les deux pays continuent de maintenir de très bonnes relations bilatérales. Session d'appropriation des réformes majeures intervenues dans le Code minier de 2023 et la loi relative au contenu local et ses décrets d'application par les membres du Conseil national de transition. La démarche de l'organe législatif de la transition à travers sa commission en charge des mines consiste à accompagner et à valoriser les différentes initiatives prises par les autorités afin que nos ressources minérales brillent pour le peuple malien. Le point avec Aridou Matina. En vue de la relance de nos ressources naturelles, voire minérales, afin que le pays puisse tirer pleinement profit, les autorités de la transition ont apporté en 2023 des modifications à notre code minier. Le Conseil national de transition, notamment sa commission des mines, énergie et eau, à l'instar du gouvernement, est dans une dynamique de vulgarisation du contenu du code minier de 2023. D'où cette session d'immersion sur le décret d'application du nouveau code ainsi que la loi relative au contenu local en République du Mali. Je me réjouis de l'organisation de cet atelier d'immersion à l'intention des membres du Conseil national de transition. On comprend pourquoi il était si important pour nos autorités de mieux encadrer la valorisation de notre secteur minier par des lois et décrets. Et je salue à cette occasion la clairvoyance du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La Commission des mines, de l'énergie et de l'eau sollicite l'engagement sans faille de chacun de vous à se faire un ambassadeur du code minier et le contenu local auprès des différentes communautés. Les intervenants du présent séminaire vous feront ainsi connaître les innovations du code minier. Le secteur minier apporte beaucoup d'argent à l'économie malienne et représente à lui seul 80% des exportations et 10% du PIB de notre pays, selon les spécialistes du domaine. C'est pourquoi il était si nécessaire pour nos autorités de mieux encadrer la valorisation du secteur. Il faut que ces ressources-là fassent notre bonheur maintenant. Il faut qu'on se donne les moyens d'avoir toutes les retombées quant à l'exploitation de ces ressources. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut qu'on fasse un code de développement, un code qui va permettre au Mali d'avoir plus de retombées et de pouvoir contrôler le secteur. Et l'autre chose qui est aussi importante, il faut qu'on arrive à démocratiser les mines pour que par la suite, nous-mêmes, nous puissions commencer à produire chez nous-mêmes. En tant que ministre des Finances, on a pris un exemple simple. Lorsqu'on a fini le code minier, on a dit maintenant,
on a 15 sociétés minières en activité. Combien nous gagnons en ressources au niveau du budget d'État sur ces 15 sociétés? Ça faisait 562 milliards de francs CFA. Mais avec l'application du nouveau code, on passe à 1022 milliards sur ces 15 sociétés. Aujourd'hui, le Mali a décidé donc de mettre en place des réformes. Et parmi ces réformes, il y a justement des réformes juridiques qui avaient pour objectif de poser les bases juridiques de cette souveraineté minière. Et ces réformes juridiques, justement, se sont manifestées ou se sont traduites par l'adoption d'un nouveau code minier et d'une loi relative au contenu local. Résolument engagé dans la refondation du secteur minier, si stratégique, le Conseil national de transition ne ménage aucun effort à accompagner toutes les initiatives d'immersion. À la suite de leur promulgation, le Conseil national de transition a organisé un premier atelier d'immersion à l'intention de ses membres et du personnel administratif afin de partager les principales innovations. Dans la même logique, nous nous retrouvons aujourd'hui après l'adoption des principaux décrets d'application du Code minier et de la loi relative au contenu local afin de donner plus de précision aux membres du Conseil national de transition en vue de les outiller davantage pour une meilleure vulgarisation. Les membres du Conseil national de transition, lors de cette session, ont été suffisamment édifiés par les experts sur les innovations majeures et les nouvelles dispositions intervenues dans le nouveau code minier et ses décrets d'application, ainsi que sur la loi relative au contenu local et ses décrets d'application. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau s'est rendu dans certaines installations de la Société malienne de patrimoine de l'eau potable Samapepa. La visite a concerné les chantiers de la station de pompage de Missira, le château d'eau de Sikoro, celui du réseau de 198 km et l'installation de 100 bornes fontaines automatiques au quartier Bangoni-Razel. Le but est de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Boubacar Bablin Touré pour plus de précisions. Une matinée de jeudi consacrée à la visite de terrain par le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Dans son agenda, 3 sites de la Société malienne de patrimoine de l'eau potable Somapep SA en chantier. D'abord, la nouvelle station de pompage et le château d'eau à Missira en construction. Ici, le ministre Djané est venu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Il s'agit de la réalisation des infrastructures d'adduction d'alimentation d'eau potable à Bamako. C'est des grosses œuvres. Nous avons d'abord commencé par Missira pour voir la station de pompage là-bas. Ce que j'ai vu sur le terrain, il y a des motifs de satisfaction, mais je vais être très franc, il y a beaucoup à faire. Voilà, le taux d'exécution de certains travaux est très timide. Alors j'ai donné des instructions pour qu'on puisse accélérer ces travaux et achever à temps. Le chef de l'État, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, nous a instruit d'achever les travaux cette année. Ensuite, cap sur le quartier Sikoro en commune 2 du district de Bamako. Comme site visité, un château d'eau d'une capacité de 2000 mètres cubes. C'est ce château qui doit desservir des quartiers comme Sikoroni, Hippodrome, Bankoni, jusqu'à Doumanzana. Donc c'est pour vous dire que c'est des gros travaux, mais il faut faire le suivi pour que ce qui a été demandé au département, c'est-à-dire la satisfaction des besoins essentiels des populations en eau potable, soit une réalité. Troisième et dernier site visité par le chef du département, la pose d'un réseau de tuyaux de 98 km et l'installation de 100 bornes fontaines automatiques au quartier Bankoni-Razel. Nous sommes très heureux d'annoncer cela. La population aspire à des conditions normales de vie, donc l'eau fait partie. Donc ces travaux sont là. Le rythme n'est pas à hauteur de souhait. Je l'ai dit à vive voix. Donc on va donner un coup d'accélérateur pour achever les travaux à temps. Une visite mise à profit par le ministre pour rencontrer le personnel de la Somapep SA. Ils ont échangé sur les défis à relever et les difficultés auxquelles la structure est confrontée.
À la tête de l'administration des douanes, l'inspecteur général Cheikhna Amala Diallo imprime sa marque, celle d'un leadership fondé sur l'écoute, la concertation et la responsabilité partagée. Pour sa première sortie officielle, le nouveau directeur général a fait le choix du dialogue en allant à la rencontre des transitaires et commissaires agréés en douane. Une démarche qui s'inscrit dans une volonté affirmée de consolider le partenariat public-privé autour de 3 piliers cardinaux, la transparence, le professionnalisme et la confiance mutuelle. Les détails, c'est avec Tamsir Diabaté et Tchedja Kamara. 2 semaines après sa prise de fonction à la tête de l'administration des douanes, l'inspecteur général Cheikhna Amala Diallo imprime d'ores et déjà un style et une méthode. Pour sa première sortie officielle, il privilégie le dialogue en allant à la rencontre des partenaires stratégiques des douanes, les transitaires agréés en douane. Cette démarche s'inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis en matière de partenariat public et privé, désormais axé sur 3 piliers essentiels. En l'occurrence, la transparence, parce qu'elle est la condition indispensable d'une administration crédible et respectée. Et s'agissant du professionnalisme, parce qu'il faut s'adapter aux exigences du commerce international et s'aligner sur les standards de l'Organisation mondiale des douanes. Enfin, la confiance mutuelle. Aucune réforme, aucune modernisation, aucune performance durable ne peut être atteinte dans un climat de méfiance. La rencontre a été marquée par des échanges francs et directs dans le strict respect des principes sacro-saints de lutte contre la fraude et le trafic illicite, pilier non négociable de l'action douanière. La douane sera ferme face aux manquements, mais toujours ouverte au dialogue avec les partenaires de bonne foi. Mon ambition est de travailler avec vous à l'identification de solutions pragmatiques, dans le respect bien sûr de la réglementation. Pendant 2 heures, le directeur général qualifié par les siens de rigoureux a exposé les orientations définies par le ministre de l'économie et des finances. Et il a à cette occasion décliné les axes stratégiques de son plan d'action annuel. Une démarche saluée par les transitaires à travers leur président. Nous adhérons à ça et nous l'avons fait des promesses vraiment pour l'accompagner et pour notre disponibilité. Nous sommes vraiment optimistes que nous allons relever le défi parce que c'est pas le défi de la douane, c'est le défi de tous les Maliens. À l'issue des échanges, les transitaires ont formulé des recommandations et suggestions relatives aux réformes engagées par l'administration des douanes, notamment celles touchant directement leur secteur. Autant d'éléments qui témoignent de l'engagement commun des douanes et de leurs partenaires à relever ensemble les défis économiques du pays. Sur la base de la loi des finances 2026, les objectifs sont aussi énormes parce que sont évalués à 975 milliards. C'est énorme, mais si nous tenons compte de notre environnement par rapport à d'autres pays, il y a lieu que nous nous attelons à sortir de certaines mauvaises pratiques pour pouvoir améliorer nos résultats. Cette volonté affichée de la Direction générale des douanes d'aller au contact de ses partenaires marque sans conteste le point de départ d'une nouvelle dynamique fondée sur une collaboration étroite et responsable au service d'une douane moderne, performante et résolument tournée vers le développement. L'économie du Mali en 2025 s'est bien portée avec des indicateurs au vert dans l'espace communautaire UEMOA. En effet, dans le rapport de suivi de la commission de l'UEMOA publié en octobre 2025, notre pays se classe parmi les moins endettés de la sous-région avec un taux de 42% sur une limite communautaire fixée à 70% du PIB, un indicateur de bonne discipline budgétaire dans un pays qui fait face à une crise multidimensionnelle complexe. Voyons tout cela avec Sidiki Dambili et un économiste expert. Pays
debout avec une résilience remarquable, un dynamisme économique et une dette maîtrisée. Voilà le Mali en 2025 dans l'espace communautaire UEMOA. Et cela malgré le contexte sécuritaire difficile et les défis géopolitiques. Dans son rapport de suivi, la commission de l'UEMOA note avec satisfaction la maîtrise du taux d'endettement du Mali qui se chiffre à 42%, largement inférieur à la norme communautaire de 70% du PIB. Une posture de prudence des autorités maliennes saluée par l'économiste Bala Moussa Diarra, doctorant en économie de guerre. Il y a d'abord les critères de convergence de l'UEMOA qui fixent un plafond à 70%. Là, nous sommes bien en dessous. Donc, ça veut dire qu'on s'endette moins. C'est une bonne chose, mais cela dépend. Bonne chose quand on se place du côté des autorités. Moi, je pense qu'ils ont plutôt une position prudente. Donc, c'est vrai que notre économie n'est pas son beau fixe, avec tous les troubles sécuritaires, terroristes, djihadistes que nous connaissons. Donc du coup, c'est très bien, je pense, de moins s'endetter parce que pour ne pas être amené à ne pas supporter le poids de la dette, surtout les services de la dette. Donc oui, je pense que nous sommes bien avec les 42%, mais cela va dépendre. Si nous avons des gros projets, des projets structurants qui vont amener de la productivité, c'est bien, on peut s'endetter, on peut aller au-delà. Sur le graphique, le Mali, le Niger et le Bénin sont les 3 premiers pays ayant l'endettement le plus faible de la région avec des taux oscillant entre 42 et 53%. Le Togo et la Côte d'Ivoire sont dans la zone orange avec 69 et 60%. La Guinée-Bissau et le Sénégal sont totalement dans le rouge avec 87 et 117%. Une évidence pour les économistes, plus le ratio est élevé, plus la marge de manœuvre budgétaire d'un État est réduite, car une part importante des recettes servira à honorer les services de la dette. Donc, autant s'accommoder avec sa dette. Il y a une notion qu'il faut savoir, les États ne payent pas toutes leurs dettes. On fait rouler la dette. Ça veut dire qu'à l'échéance d'une dette, on prend une autre pour rembourser. Donc ça va comme ça. Donc avec notre crise et que nous maintenons ce taux bas, c'est bien. Ça veut dire qu'on arrive vraiment à s'accommoder avec cette dette-là. La dette en tant que telle, je veux qu'on ne fasse pas une fixation que sur la dette. C'est le service de la dette. C'est qu'on doit payer. Vous voyez. Donc, c'est ça le problème. Je pense qu'en 2024, le Mali devait payer 1000 milliards du service de la dette. Donc, c'est beaucoup. Donc, la dette en tant que telle, ce n'est pas un problème. C'est ce qu'on fait de la dette. C'est la qualité de la dette. C'est le pouvoir transformateur, en fait, de cette dette-là sur la croissance économique. Mais pour le moment, nous, on s'en sort bien. Parce que, relativement, le taux d'intérêt moyen est en dessous du taux de croissance. C'est bien. De l'avis de bon nombre de citoyens, la dette n'est pas un problème en soi s'il sert à financer des projets structurants pour le développement du pays. Pour 2026, les projections de croissance économique du Mali prévoient un taux de 6,3%. Des estimations qui reposent sur une reprise de la production aurifère, l'amélioration de la sécurité et des investissements dans les infrastructures. Bamako et ses habitants subissent actuellement un changement de température qui n'est pas sans conséquence. Dans les centres de santé, les maladies diagnostiquées sont entre autres le rhume, la grippe et de sévères maux de tête. Quelles précautions prendre donc face à cette variation de température? La réponse dans ce reportage de Fantama Manientao. Bamako, la capitale des Trois Caïmans, affiche un visage nonchalant. Ce début d'année 2026 est marqué par un changement de température que les Bamakois n'arrivent pas à comprendre. Actuellement, il y a le changement climatique. Ça donne beaucoup de maladies comme le rhume et la toux. Je porte le cache-nez pour éviter la poussière et d'autres maladies. En principe, le mois de janvier est synonyme de fraîcheur. Cependant, d'après nos constats, le temps est capricieux depuis un moment. Chaleur et fraîcheur sont en train d'alterner, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé. J'ai le rhume et la toux. En plus de cela, mon nez est tout le temps bouché. Quand je quitte la ville, j'ai des maux de tête horribles. Ce sont des maladies qui me fatiguent en cette période de changement de température.
Tantôt il fait frais, tantôt il fait chaud. Nous avons bien voulu comprendre ce phénomène climatique. C'est une situation réelle qui est là et il faut vraiment y faire face en se protégeant. Direction Mali Météo, où on apprend que l'atmosphère actuelle est une forme extrême de pollution nocive pour la santé. La situation météorologique reste dominée par deux grandes majeures perturbations atmosphériques actuellement que le Mali subit présentement. Donc vous allez voir que la première perturbation elle est due à une descente froide, parce que c'est la période froide présentement. Au même moment aussi, la partie sud du Mali est fortement perturbée par un vent du sud momentané et chargé d'humidité et qui crée aussi une autre situation, une autre perturbation météorologique et qui crée une dépression. Les régions soumises à cette dépression sont des régions favorables à la pluie, à des fines pluies et que certaines régions, sinon certaines localités ont déjà connu. Donc la tendance va se poursuivre et globalement c'est une alternance du chaud et du froid et souvent ni chaud ni froid. Ce changement de température brusque risque de perdurer d'après nos informations. Il est fortement recommandé aux populations de prendre des précautions nécessaires pour assurer leur bien-être. Il faut se protéger. D'abord, utiliser couramment ce qu'on appelle les bavettes, encore les cache-nez. Surtout, protéger les plus jeunes, les plus vulnérables, qui sont les enfants et aussi les personnes d'un certain âge. Les professionnels de la santé conseillent de boire beaucoup d'eau et d'éviter les coups de vent et aussi de se nettoyer le nez fréquemment contre les poussières. Le nouveau directeur général de l'INPS a reçu hier sa feuille de route des mains du ministre de la Santé et du Développement social. En ce début d'année, cette initiative annonce déjà les nouvelles dispositions du département pour renforcer les activités socio-sanitaires au Mali. Le point de la cérémonie de remise avec Koumba Sissi. Nouvelle année, nouvelles dispositions prises au sein du ministère de la Santé et du Développement social. Le nouveau directeur général de l'Institut national de prévoyance sociale a reçu des mains du colonel-major Assaba Diallo Touré une feuille de route indiquant le bon fonctionnement de son service au bonheur du peuple malien. Dans le cadre des réformes engagées par mon département, en vue du renforcement du système national de protection sociale en général, et de la sécurité sociale en particulier, il vous est confié la lourde mission relative à la restructuration stricte et à l'application du mécanisme du Code de prévoyance sociale au Mali. Ainsi, la présente mission confiée à vous a pour objet d'identifier, d'apporter des réponses appropriées aux principaux défis juridiques, institutionnels, techniques et financiers entravant l'application efficace et équitable du Code de prévoyance sociale à la poursuite des objectifs de l'INPS. Elle vise également la poursuite de l'extension des champs d'application matériels et personnels de la sécurité sociale. Il s'agit notamment d'évaluer l'adéquation du Code de prévoyance sociale avec les réalités socio-économiques actuelles du pays, notamment les textes relatifs à l'assurance volontaire et à la médecine préventive, les visites d'embauche, les visites des lieux de travail et les visites périodiques. Accélérer le processus de digitalisation en vue de la dématérialisation effective du système assurantiel et mettre fin à la lourdeur administrative. Le nouveau directeur général de l'INPS est conscient de la tâche qui l'attend. La tâche, elle est lourde, elle est bien lourde, mais je pense qu'elle n'est pas hors de notre portée. Nous montrons notre disponibilité à mettre en œuvre tout ce qu'elle a prodigué comme conseil et orientation. Cet exercice n'est désormais que le début du contrat de performance entre le ministère de la Santé et du Développement social et les services relevant du département. Tous les personnels du ministère de la Santé et du Développement social seront désormais assujettis au contrat de performance dont les termes de référence sont déjà en phase de finalisation. Colonel-major Assaba Diallo Touré a profité de cette cérémonie de remise de feuilles de route pour souhaiter ses vœux de nouvel an à l'assistance.
Au titre de l'année 2025, l'abattoir frigorifique de Sabalibougou a produit 7605 tonnes de viande, toutes espèces confondues, et vendu 303 tonnes de sous-produits d'abattage. Une capacité de production satisfaisante que la structure doit aux efforts fournis par les autorités et leurs partenaires pour renforcer ses capacités opérationnelles. Cet état des faits, qui n'occulte pas pour autant quelques contraintes, est l'une des performances réalisées et en fait objet de rappel ce matin par le ministre de tutelle à l'ouverture de la 14e session ordinaire du comité de pilotage de l'établissement Tiemoko Konate. Des employés s'activant au lavage des lieux, d'autres s'attelant à l'évacuation des débris. Nous sommes à l'abattoir frigorifique de Sabalibougou, une structure qui dispose des meilleures conditions d'abattage en vue de proposer de la viande de qualité à la population. Ainsi se résume le fonctionnement de l'établissement, expliqué dans les moindres détails au ministre de tutelle ce jeudi au cours d'une visite. Visite qui se tient dans la mouvance de la 14e session du comité de pilotage. Occasion pour Youbaba de faire un aperçu des réalisations faites au courant 2025 pour impulser une nouvelle dynamique à la structure. L'abattoir frigorifique de Sabalibougou a produit 7605 tonnes de viande en 2025, toutes espèces confondues, et vendu 303 tonnes de sous-produits d'abattage. Des matériels et équipements acquis sur ressources propres, parmi lesquels la construction de 2 hangars métalliques avec crochets pour l'abattage et l'habillage de petits ruminants. La construction du mur de clôture de 193 mètres linéaires. La construction d'une rampe de débarquement des bovins. La construction de 2 toilettes avec fosse septique et puisard. Le tout se chiffre à 532 984 000 francs CFA. Ces réalisations d'envergure qui découlent de la volonté des autorités de moderniser l'établissement se verront renforcées courant 2026, rassure le ministre Ba. La construction d'un dispositif de traitement des eaux usées, la réhabilitation et l'extension de la chambre froide, la dotation en matériel et petits équipements comprenant des scies, des tables de découpe, des brouettes et des chariots. Pour ce faire, la direction de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou table sur un budget prévisionnel à hauteur des missions. Les prévisions budgétaires s'élèvent à 534 891 600 francs CFA en recettes et en dépenses 531 241 835 francs CFA, soit un résultat prévisionnel de 3 649 765 francs CFA. Ce qui illustre à suffisance la bonne santé de l'établissement qui ne doit cependant occulter certaines contraintes. Il s'agit par exemple de la panne de certains équipements, des coûts élevés des intrants indispensables au fonctionnement de la chaîne d'abattage et surtout de la coupure intempestive d'électricité qui devra connaître un début de solution grâce à l'installation très prochaine d'un système solaire photovoltaïque. La BFN, agence du bassin du fleuve Niger, a tenu aujourd'hui la 23e session ordinaire de son conseil d'administration. Au titre de l'année 2026, le budget de la BFN se chiffre à plus d'1,2 milliard de francs CFA, un budget qui connaît une augmentation de 9% par rapport à celui de l'année écoulée. Sorana Kamisoko. La vue du fleuve Niger, cette merveille de la nature qui fait tant de bonheur sur son passage, est en danger à cause des pratiques malsaines, comme l'exploitation de l'or par le dragage. Ce sont là quelques informations saillantes données au cours de cette 23e session du conseil d'administration de l'agence du bassin du fleuve Niger. Le fleuve aujourd'hui est dans un état qui nous interpelle pratiquement tous les jours. Il y a un niveau de dégradation de la qualité de l'eau, mais on va se dire que le pic n'est pas atteint parce que ces ressources, ces écosystèmes naturels-là, par la grâce de Dieu, ont leur capacité d'auto-épuration. Vers la fin de l'année, on est monté un cap un peu dans notre lutte. Parce qu'auparavant, on saisit les dragues et puis on les entrepose quelque part, mais cette fois-ci, on a décidé de détruire, de brûler. Donc, on va maintenir cette dynamique pour 2026 sur le fleuve Niger et l'ensemble de ses affluents. On va aussi continuer à investiguer sur toutes les agressions qui sont faites sur le fleuve Niger. On va se projeter aussi pour la relecture de nos textes. Il s'agit d'intensifier la riposte à travers certaines actions pour la sauvegarde de cette ressource naturelle. Des actions qui viennent à renforcer celles déjà réalisées en 2025. Sur un total de 13 activités prévues, l'agence a réalisé 18 missions de surveillance du fleuve Niger.
pour essayer de voir tout ce qu'il y a comme agression faite sur ce fleuve-là. Ensuite, sur le plan des aménagements, on peut se féliciter d'avoir réussi à faire des travaux importants dans la région de Mopti, et plus précisément à la ville, à Konna, toujours dans la région de Mopti. On a curé le chenal d'amener d'eau du fleuve jusqu'au port de pêche de Mopti. On a réalisé aussi un certain nombre d'études techniques. Les résultats obtenus en 2025, bien qu'appréciables, demeurent en deçà des ambitions que nous portons collectivement pour la sauvegarde du fleuve Niger, véritable pilier de la vie économique, sociale et environnementale de notre pays. Cette situation est largement imputable à l'insuffisance des ressources mises à disposition et parfois à leur ouverture tardive. Cela plaide pour une amélioration sensible et durable des dotations budgétaires afin de permettre à l'agence d'exercer pleinement ses missions dès 2026. Je tiens à vous rassurer de l'engagement constant du département à accompagner l'agence du bassin du fleuve Niger, tant sur le plan institutionnel que stratégique. Au titre de l'année 2026, le budget de la BFN se chiffre à plus d'1,208 milliard de francs CFA. Un budget qui connaît une augmentation de 9% par rapport à celui de l'année écoulée. Dans la cité des rails, l'OCS, Office central des stupéfiants de Caille, a saisi le 1er janvier 2026 une quantité importante de cannabis d'une valeur de 16 millions de francs CFA. Les produits étaient stockés dans un véhicule transportant des individus en provenance de Bamako pour un pays limitrophe. Compte rendu Kansutu Kanouti. L'Office central de stupéfiants OCS de Caille a saisi la semaine dernière une importante quantité de drogue. Il s'agit de 100 briques de cannabis d'une valeur de 16 millions de francs CFA dissimulées dans un véhicule de marque Toyota 4x4 en provenance de Bamako. Les occupants du véhicule Toyota 4x4 couleur blanche ont quitté Bamako le 30 décembre 2025 pour rentrer tard dans la nuit du 31 décembre 2025 à Caille. Ils s'apprêtaient à sortir de Caille pour Diboli et ensuite pour se rendre le 1er janvier 2026 dans un pays limitrophe. Les briques étaient bien dissimulées dans les portières avant et arrière du véhicule, dans le tableau de bord, dans une caisse aménagée sous les chaises du véhicule, et presque toute la carrosserie du véhicule était transformée en cachette. Nous appelons à la collaboration de la population, sans laquelle cette saisie serait pratiquement impossible. Nous remercions les autorités hiérarchiques. Le tribunal de Caille doit être salué par l'Office central des stupéfiants. Rappelons que les suspects ont été arrêtés et une enquête est en cours. Le ministre nigérien des Mines, le commissaire-colonel Abarchi Ousmane, poursuit sa série de visites au niveau des sociétés nationales sous tutelle. Il s'est rendu hier dans 2 sociétés, à savoir la Somaïr et Timersoy National Uranium Company, toutes évoluant dans le secteur de l'exploitation de l'uranium. L'objectif de cette visite est de promouvoir le développement du secteur minier nigérien conformément aux nouvelles orientations des plus hautes autorités du pays dans un contexte de réaffirmation du Niger sur ses ressources minières. Le résumé avec Tidjani Oumarou. En poursuivant sa série de visites au niveau des institutions rattachées à son département ministériel, les ministres des Mines, le commissaire-colonel Abarchi Ousmane, toujours accompagné de son staff, était ce matin dans les locaux du siège de la société des mines de l'Aïr Somaïr. À travers cette visite, les ministres en charge des mines entendent réaffirmer l'engagement indéfectible du gouvernement à soutenir la continuité et le développement des activités minières qui sont un pilier essentiel de l'économie nationale. Et je voudrais remercier le ministre des Mines pour cette visite qui pour nous s'inscrit dans une dynamique de dialogue ouvert
et constructif avec les sociétés minières autour du bilan et des perspectives du secteur. Lors de notre séance de travail, nous avons partagé avec le ministre le bilan 2025, mais également les faits saillants ayant marqué l'année 2025. À cet égard, l'année 2025 a été marquée sur le plan institutionnel par deux événements majeurs, à savoir la nationalisation de la Somaïr intervenue en juin 2025 et également la visite de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, sur le site industriel de la Somaïr en novembre 2025. Ces deux événements majeurs montrent l'intérêt et l'attachement des hautes autorités de notre pays pour cette société. Après l'étape de la Somaïr, les ministres et sa délégation ont mis cap sur les sièges de Timersoy National Uranium Company, une société nationale créée en 2024 pour gérer et exploiter les ressources en uranium du pays. À l'occasion de cette visite, qui s'est soldée par une séance de travail, les ministres ont eu droit à une présentation de la dite société, les bilans des activités 2025 et les perspectives de l'année 2026. Le directeur général de Timersoy National Uranium Company s'est dit réconforté par cette visite du ministre. Lors de sa visite, le ministre nous a reconfortés et nous a enjoint à continuer à travailler pour que le Niger retrouve sa place dans les pays producteurs d'uranium. Timersoy National Uranium Company a déjà signé un accord stratégique de partenariat avec Rosatom et Uranium One Group pour la mise en développement du projet Toulouk. Une fois de plus, la satisfaction était totale pour le ministre des Mines, le commissaire-colonel Abarchi Ousmane, qui a salué l'engagement des responsables et du personnel de ces sociétés. Empêcher la drogue de retourner dans la rue et protéger l'environnement, des défis relevés par le Comité national de lutte contre la drogue au Burkina Faso. Près de 40 tonnes de drogue et autres produits prohibés ont commencé à être incinérés le 6 janvier à Ouagadougou, une opération grandeur nature confiée à l'expertise de la société Noata Burkina Faso, spécialisée dans le traitement des déchets toxiques. Objectif, parvenir à une destruction totale, transparente et sans pollution de ces produits. On en sait plus avec Adam Anguiti et Moumouni Wanga. Dans cet incinérateur, la drogue devient de la cendre en seulement quelques minutes. Dans les heures qui suivent, près de 40 tonnes composées de cannabis, de psychotropes et médicaments de la rue vont passer dans cet incinérateur. Une opération à double connotation pour le Comité national de lutte contre la drogue. Un message que nous lançons à la communauté internationale, surtout aux trafiquants. À chaque fois qu'ils vont faire rentrer, nous allons saisir et nous allons détruire. On avait l'habitude d'étendre et puis de brûler. Mais on a vu que ça ne respecte vraiment pas les normes environnementales, même la sécurité des populations. Et là, on s'est dit que pour respecter vraiment l'environnement, il faut dorénavant détruire ces drogues en respectant l'environnement. L'objectif est double, zéro pollution et aucun retour possible des produits saisis dans la rue. Dans cette démarche, le comité s'appuie sur l'expertise de Noata Burkina Faso pour une destruction écologique et sécurisée. Côté statistique, la tendance est à la baisse selon les acteurs. 133 tonnes saisies cette année contre 319 en 2023. Une baisse qui témoigne de l'impact croissant de la lutte sur le terrain. Je voudrais ici rendre un hommage appuyé et solennel aux forces de sécurité intérieure, notamment la police nationale, la gendarmerie nationale, les douanes et l'ensemble des services spécialisés. Par leur présence quotidienne sur le terrain, leur contrôle, leur opération de démantèlement des réseaux et leurs actions de proximité, elles constituent le premier rempart contre la circulation et la distribution des drogues sur notre territoire. Cette opération s'inscrit dans le prolongement des activités de la 38e journée internationale de lutte contre la drogue. En réduisant en cendres ces produits d'une valeur de près de 4 milliards de francs CFA, le Comité national de lutte contre la drogue lance un message clair. Le trafic de ces produits illicites ne passera pas par le Burkina Faso.
Le Mali commémore le 14 janvier la journée nationale de la souveraineté retrouvée, une journée instituée en souvenir du grand meeting patriotique du 14 janvier 2022 contre les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. La date est devenue symbole de résilience, de patriotisme, d'unité nationale et de dignité retrouvée. Plusieurs activités sont au programme de la 4e édition. Avec quel message? La réponse du docteur Souri Ousmane Kouita, conseiller technique au ministère de la Refondation de l'État. Il répond aux questions de Yaya Konaté dans l'invité de la semaine. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Depuis son institution, cette journée véhicule comme message premier, c'est que notre épanouissement, la défense de notre patrie, notre résilience face à tout ce qui arrive ne peut venir que du peuple lui-même. Et il appartient au peuple de défendre ce qui l'appartient. Et c'est ce qui a été fait et c'est un élément essentiel de soutien aux autorités. Parce que le pouvoir est exécuté par les autorités au nom du peuple et pour l'intérêt du peuple. Et c'est dans ce cadre-là que cette journée est très symbolique et pleine de signification. Soutien aux autorités qui depuis affichent une détermination sans faille. Exactement, exactement. Et cette détermination vit à tous les niveaux, surtout à travers les différentes actions qui sont posées dans l'intérêt du peuple. Et également, le choix qui est fait, également, le choix émane des autorités et non des choix imposés. Et également, toute décision qui est prise aussi, c'est des décisions qui incarnent aussi la prise en charge du besoin vital du peuple. Des décisions qui refusent désormais ce qu'on appelle l'impérialisme et l'impérialisme par procuration. Exactement. L'invité de la semaine à suivre après les informations météo. Parlons sport à présent. Le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, est désormais ceinture noire, 4e dan en taekwondo. La distinction qui consacre cet avancement lui a été décernée aujourd'hui à la primature par le président de la Fédération malienne de taekwondo lors d'une audience. Le Premier ministre, qui s'est réjoui de l'obtention de cette distinction honorifique, a salué les efforts consentis par la Fédération malienne de taekwondo avant d'insister sur le rôle et l'importance de la jeunesse dans la construction du pays. L'audience s'est déroulée en présence de l'ancien ministre des Affaires religieuses et du culte Yacouba Traoré, pratiquant de taekwondo, de Daba Modibo Keïta, double champion du monde de taekwondo, et du secrétaire général du ministère en charge des sports. Nous vous proposons d'écouter le président de la Fédération malienne de taekwondo, Dr Alioune Badara Traoré, à sa sortie d'audience au micro de Mamari Kone et Aliou Touri. On a fait un passage de grade de taekwondo le 6 décembre passé. C'était un passage de grade spécial. Et lors de ce passage de grade, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports a été élevé au grade de ceinture noire 3e dan. Son Excellence Monsieur le Premier ministre au grade de ceinture noire 4e dan. Et Son Excellence le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le président, a été élevé au grade de ceinture noire 5e dan. Donc aujourd'hui, on est venu pour remettre cette association avec une tenue de pratique de taekwondo et parler un peu globalement de ce que le taekwondo est en train de faire, de ce que le taekwondo fait, non seulement pour les pratiquants mais également pour toute la nation malienne. Et comme on le dit, on espère qu'on va le voir sur le tatami maintenant et travailler, et en tout cas faire un peu de pratique du taekwondo également. Comment se porte aujourd'hui le taekwondo malien? On peut dire que le taekwondo malien se porte merveilleusement bien parce que le taekwondo malien a organisé 2 grandes compétitions internationales, ce qui n'est pas donné. Donc dans cette compétition, on a noté la présence de beaucoup de délégations, y compris la délégation russe. La haute technique du taekwondo russe, le directeur technique, l'entraîneur féminin, l'entraîneur masculin, le stratège, le préparateur physique ont tous animé aussi un séminaire de 3 jours en direction des cadres sportifs maliens. CAN Maroc 2025, les Aigles jouent demain en quart de finale contre les Lions de la Teranga. Un match décisif pour Thomson Fit et ses poulains afin d'accéder au carré d'as. Les Aigles sont confiants et déterminés. Les enjeux de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux Isaac Tienu et Oumar Katraouri.
Cette rencontre du quart de finale entre le Sénégal et le Mali s'annonce comme une finale pour les Aigles. Si dans une phase finale de CAN, les deux nations n'ont qu'une seule confrontation, soldée par un nul de 1 but partout, Aigle et Lion de la Teranga ont disputé plusieurs rencontres amicales. À ce niveau, la balance penche pour le Sénégal. Qu'à cela ne tienne, le match de ce vendredi sera tout autre pour Yves Bissouma et ses partenaires. Il s'agira pour cette génération de passer ce tour et jouer le dernier carré, toute chose que cette génération n'a pas encore obtenue. Pour gagner ce pari, les Maliens devront être généreux dans l'effort, compacts et disciplinés tactiquement. C'est une très bonne équipe et nous aussi on est confiants. Depuis qu'on est là, on fait que des bonnes choses, même si on sait qu'on a beaucoup de choses à régler. Mais on est une très bonne équipe, une équipe solide. Et sur un match de 90 minutes, tout est possible. Demain, on va jouer contre le plus grand pour le moment, Sénégal, qui a qualifié très facile pour le deuxième tour, aussi au quart final. 10 buts marqués dans 4 matchs, ils sont très dangereux. Mais on a aussi une bonne équipe, on n'a pas perdu au CAN. On a joué bien contre Tunisie et contre Maroc, 2 équipes fortes. On a de bons joueurs, on a bien préparé, on a récupéré aussi parce que la fatigue dans un tournoi, c'est aussi une influence et on a quelques jours qu'on peut récupérer. Je pense que ça va être une guerre demain, pas facile, mais on a une chance. Le Sénégal est le favori, mais on a beaucoup de respect et on n'a pas peur. Côté adverse, le Mali est à prendre au sérieux, même si à ce niveau de la compétition, cette équipe n'a encore gagné aucun match pendant les 90 minutes. On aura en face une équipe engagée avec un défi physique qui va nous imposer un défi physique. C'est à nous d'être présents et aussi garder nos acquis parce que c'est une équipe qui a montré vraiment une force de caractère durant les huitièmes de finale en jouant en 10 et aller chercher cette qualification. Donc qui mérite d'être en quart. Mais nous, on veut continuer notre chemin. On a travaillé surtout sur l'aspect tactique, nos automatismes et notre équilibre défensif et surtout l'efficacité offensive. Donc voilà, et après ce match peut se jouer beaucoup sur le côté mental. Voilà, nous on va contrôler nos émotions et surtout la concentration et pour essayer d'aller chercher ce. Mali-Sénégal est un derby ouest-africain qui promet d'être étincelant. Et pour soutenir les Aigles du Mali en prélude à leur quart de finale de demain face aux Lions de la Teranga du Sénégal, le ministre chargé des Sports et celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ont rencontré cet après-midi les Maliens à Casablanca. Objectif, passer le message du président de la transition et remobiliser les supporters pour pousser les Aigles vers la victoire en quart de finale face au Sénégal. La rencontre a été suivie par nos envoyés spéciaux à Casablanca, Ousmane Daou, Taïb Adjaouyakoui, Saïd Mohamed Lamine Diarra. À 24 heures du quart de finale contre le Sénégal, la mobilisation se renforce à Casablanca avec la présence de 2 ministres auprès des supporters. Dépêché par le président de la transition, le ministre chargé de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et celui des sports, au plus près des Maliens pour des discussions à bâton rompu pour faire des suggestions et propositions afin que le voyage de Tanger soit mieux organisé et mieux structuré. Témoigner l'attachement des plus hautes autorités à l'équipe nationale pour les soutenir. Tous les Maliens est derrière l'équipe nationale, que l'objectif final soit atteint, qui est d'avoir la coupe avec nous cette année au Mali. La mission, elle est là, elle est une. Et je pense que c'est l'ambition que tous les Maliens attendent de la part de notre équipe, c'est d'aller le plus loin et d'aller au bout de cette compétition. Et pour cela, ils auront besoin de beaucoup de soutien, pas seulement de la technicité, mais également des bénédictions, de l'accompagnement de tous les Maliens. Et je pense que cet effort également du gouvernement montre déjà l'accompagnement du gouvernement. Vous avez vu les supporters ici, ils viennent de tous les horizons, ils viennent de partout et ils sont engagés. Il y a de la passion, il y a de la détermination. Lors de cette rencontre dénommée Meet Mali à la Cannes, les lauréats des billets d'avion du département des sports ont fait part au ministre de leur ressenti de l'initiative du département L'Envol des Aigles. En retour, le ministre chargé des sports a tenu à clarifier certains points et véhiculer le message du président de la transition. Un message de soutien du président de la transition d'abord. Vous savez que c'est le premier et le plus grand supporter malien que nous avons.
Il a une passion pour le football et vraiment un engagement ferme qu'il nous donne à chaque fois pour pouvoir non seulement nous investir davantage dans le sport, mais particulièrement également dans le football. Aujourd'hui, nous sommes dans la CAN. C'est un grand événement du football africain et le Mali a des ambitions. Donc c'est déjà ce message de soutien, d'encouragement, de détermination et qu'il envoie aujourd'hui à toute l'équipe, à tout l'environnement, à nos supporters et vraiment le soutien du peuple malien à travers lui. Également le message de soutien du Premier ministre et de tous les membres du gouvernement. Si vous voyez aujourd'hui, je suis avec Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Nous avons le ministre des Maliens établis à l'extérieur qui est en cours de route. Déjà, ça montre un fort engagement aujourd'hui du gouvernement à accompagner également notre équipe, à accompagner également les supporters. C'est dans la communion et en rang serré que s'est tenue cette rencontre de remobilisation en direction de Tanger et pousser les Aigles du Mali à la victoire face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Bonne chance donc aux Aigles et ce rendez-vous à retenir. La radio rurale de l'ORTM rend hommage demain, vendredi, dans une émission spéciale Pouy-Campouy à des agents qui ont beaucoup contribué à la promotion du monde rural à travers des émissions, initiatives. Pour saluer donc le professionnalisme et rendre hommage à ces pionniers, l'émission Pouy-Campouy proposera des portraits, des reportages, des témoignages sur certains responsables de la radio rurale qui ont fait valoir leurs droits à la retraite. L'émission Pouy-Campouy de ce vendredi 9 janvier, c'est de 8h30 à 13h sur la radio nationale en synchronisation avec toutes les stations régionales. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonsoir.